Bonsoir à tous, bienvenue, semaine spéciale Tour de France dans l'équipe Vintage. Lundi, c'était le mano à mano entre Bernard Hinault et Greg LeMond, le Tour 1986. Aujourd'hui, on est en juillet 2000. Bienvenue en juillet 2000. Nous sommes le 18 juillet et dans quelques secondes, le départ de la 16e étape va être donné. Alors dans une journée comme celle-là, on peut s'attendre quand même à un départ d'étape assez tranquille. La grande bagarre ne devant se déclarer qu'au Saisie ou peut-être même que dans les Aravis ou la Colombière. En tout cas, le programme est superbe. Voilà, il reste plus de 196 km à parcourir entre Courchevel et Morzine. Et un Richard Virenque, vous le verrez, bien décidé à frapper un grand coup. Nous sommes donc en juillet 2000. Depuis 2 semaines, la France est championne d'Europe de football. Monaco a été sacré champion. Le Real Madrid a gagné la Champions League Monaco. Le Real, ça vous dit quelque chose? Oui, bon, les parallèles avec 2017 s'arrêtent là, puisque en 2000, les Lakers remportent la NBA. Marie Pierce remporte Roland Garros et la France devient championne du monde de pêche à la mouche. Patient, minutieux, perspicace, le pêcheur à la mouche peut exercer sa passion l'été en rivière, l'hiver en réservoir, comme ici à Trepte, près de Crémieux. Et l'important, devinez, c'est la mouche. 2000, année olympique. À Sydney, la France rafle 38 médailles, dont 13 en or. David Douillet, Brahim Asloum, Tony Estanguet, mais aussi les pistards, Florian Rousseau et Félicia Ballanger deviennent champions olympiques. Quant à l'immense Marie-Jo Pérec, elle craque sous la pression, elle fuit la ville. Marie-Jo Pérec et son compagnon, Antoine Mébanque, piégés par une caméra australienne. L'Américain s'énerve et course le caméraman dans l'aérogare. Écoute-moi bien, si tu t'approches à nouveau, je vais vraiment te faire mal. T'as bien compris? En 2000, le journal L'Équipe pleure son fondateur, Jacques Godet, mort à l'âge de 95 ans. Côté politique, Jacques Chirac est président de la République. Emmanuel Macron, lui, il est en 2e année de Sciences Po et son futur Premier ministre, Édouard Philippe, il vient tout simplement de rendre sa carte du Parti Socialiste. Au cinéma, on fonce avec Taxi 2, Tom Hanks est seul au monde, DiCaprio à la plage et Russell Crowe devient pour toujours Gladiator. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix. Mais j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre. Côté musique, il y en a pour tous les goûts. Alizé joue les Lolita, Garou hurle sa solitude, mais les rois du monde, ce sont eux. Nous sommes donc le 18 juillet 2000 et on va revivre ensemble cette étape de légende entre Courchevel et Morzine. Pour la commenter, j'ai à mes côtés Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France. Vous commentiez cette étape en 2000 pour France Télévisions. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Voilà, on a retrouvé une photo d'époque, époque France Télé. On a aussi Jérôme Pinault. Salut Jérôme, très heureux, consultant de cyclisme de la chaîne, 13 Tours de France à votre actif. Alors vous étiez encore amateur en 2000, donc on n'a pas de photo époque amateur. Celle-là, elle date de quand? 2002. 2002, c'est ma première année professionnelle. Première saison professionnelle. Et puis Patrick Chassé, journaliste pour la chaîne L'Équipe. À l'époque, vous bossiez pour Eurosport, c'est ça? C'est ça, oui. Vous étiez sur les routes du Tour? Oui. Bon, ben on a retrouvé une photo aussi. Oh, sympa. Oh, vous n'avez pas trop changé. En général, il y en a toujours une pour moi aussi. Donc je ne sais pas ce qu'on a en version 2000, Thomas Hugues version 2000. C'est un peu la surprise. Est-ce que vous l'avez? C'est peut-être pas. Bon, écoutez, on va s'en passer. Ah non. Ah, ça va. Je suis plutôt pas mal servi. Et c'est pas moi qui l'ai choisi. À mon avis, il a quand même validé. Non, oui, je l'ai validé, mais je ne l'ai pas choisi. Il y a une subtilité, il y a quand même une subtilité sémantique. Bon, allez, on va poser le décor, si vous le voulez bien. Donc, on est en 2000, on va vivre une étape magnifique avec un grand numéro de Richard Virenque. Alors, voilà, on est au début des années Armstrong, il faut s'en souvenir. Il a remporté son premier tour l'année précédente en 99. Bernard Thévenet, je commence avec vous. Est-ce qu'il est ultra dominateur dans ce tour 2000 après 15 étapes déjà disputées? Oui, il était dominateur. On n'est jamais dominateur seul dans le Tour de France. Il faut avoir une équipe autour de soi. Bien sûr. Et on dit toujours d'un coureur qu'il est dominateur. En réalité, c'est avec le concours de son équipe qu'il est dominateur. Mais
C'est vrai qu'Armstrong, lui, avait un caractère qui était dominateur. Il voulait toujours dominer tout le monde, rien que par lui-même. Quand quelque chose ne lui plaisait pas, il n'hésitait pas à prendre les choses en main lui-même. Alors que souvent, si on prend par exemple le cas je sais pas, les leaders de maintenant, ils vont plus faire agir leur équipe. Que parfois, Armstrong, lui, il a tranché vraiment et il prenait la parole et il agissait par lui-même. Jérôme Pineau, vous étiez donc amateur. Qu'est-ce qui représentait Armstrong pour le futur pro que vous étiez en 2000 ? En 2000, il représentait beaucoup. Il représentait le renouveau parce qu'on a subi des gros soucis et le cataclysme de 98. Donc il représentait un peu ce nouveau cyclisme. Je me souviens que j'essayais de tourner les jambes comme lui dans l'école. Et puis après, par la suite, il a représenté complètement autre chose. Le mensonge, la trahison quasiment pour beaucoup d'entre nous, les jeunes en tout cas. Après, moi, j'ai eu l'occasion de le côtoyer. Alors autant de courir contre lui. Voilà, je l'ai beaucoup aimé quand j'étais pas encore sur le vélo avec lui. Et autant j'ai pu le détester quand j'étais avec lui sur le vélo. Oui, parce qu'il y avait un côté autoritaire. Comme le disait Bernard, il est très dominateur, mais pas forcément que dans le bon sens du terme. Il écrasait les gens un peu autour de lui. Patrick Chassé, évidemment, on va passer 1h30 ensemble et on va beaucoup voir et parler d'Armstrong. On ne peut plus regarder ces archives avec le même état d'esprit. Si on se replonge en 2000, il n'est pas encore attaqué, il n'est pas encore soupçonné. Ça commence un peu. Quand même, dès 99, le journal Le Monde sort déjà quand même des révélations sur des corticoïdes qu'il aurait pris, etc. Avec un contrôle antidopage qui a été un peu... qui a été un peu étouffé, on va dire, qui n'a pas été révélé en tout cas par l'Union cycliste internationale. Et on n'a jamais finalement autant détesté que les gens qu'on a adulés. Et on pense effectivement à tous ces jeunes coureurs qui sont de la génération de Jérôme à l'époque et d'autres qui avaient un peu leurs posters. Les posters dans les chambres de coureurs, c'était forcément Lance Armstrong parce que c'est quand même le coureur de référence à l'époque. De toutes les années 2000 évidemment. Alors cette étape, elle va nous mener de Courchevel à Morzine. Bernard Thévenet, vous publiez vos carnets de route aux éditions Mareuil. Forcément, il y a ce grand sommet des Alpes dans votre livre. Vous y avez construit l'une de vos victoires dans le Tour, c'était en 77, c'est ça ? Oui, c'était dans la montée de Morzine. C'est là où j'ai pris le maillot jaune en 77 et j'ai pu le garder jusqu'au bout. Après une très très difficile étape à l'Alpe d'Huez. Et un contre-la-montre de 51 km à Dijon. Et avant le départ du contre-la-montre, j'avais 8 secondes d'avance sur Kuiper. Pour un contre-la-montre de 51 km, c'est pas beaucoup. Mais bon, j'ai réussi à augmenter mon avance aussi et à remporter le Tour de France pour la deuxième fois. Demain, on sera dans l'Izoard, dans le Galibier, avec la grande bagarre entre Thomas Voeckler et Andy Schleck, Cadel Evans, Alberto Contador. Là aussi, vous avez de sacrés souvenirs à partager sur ces cols-là, sur ces sommets-là. Surtout dans l'Izoard, parce que c'était dans le Tour 75. J'avais pris le maillot jaune la veille, mais j'avais pas assez d'avance sur Eddy Merckx. Il fallait absolument que je creuse l'écart. Et j'ai réussi à creuser l'écart dans l'Izoard. Il y avait une foule énorme au sommet de l'Izoard après la casse déserte. Et ces gens-là m'ont beaucoup applaudi, m'ont beaucoup encouragé, beaucoup supporté. C'était, je pense, le moment de ma carrière où j'étais le plus supporté de tout le temps. Alors on va voir comment le public français va supporter Richard Virenque pendant cette étape du 18 juillet 2000. Le départ, vous l'avez vu, il vient d'être donné de Courchevel. On va poser les situations au départ de cette étape. Lance Armstrong a le maillot jaune, il a 7 minutes 26 d'avance sur Jan Ullrich. Pantani et Virenque sont à plus de 9 minutes du leader. C'est parti. Aux commentaires, Patrick Chêne et puis un certain Bernard Thévenet. Le groupe maillot jaune au kilomètre 150 à Cluse. Il reste 47 kilomètres. Il y a une côte de la sortie de Cluse. Une côte classée en 3e catégorie du côté de Châtillon-sur-Cluse. Une attaque. Didier Rousse peut-être.
Eric, je vous confirme l'attaque de Didier Rousse juste après la traversée de Cluse. Une traversée qui fut, tout comme la descente de la Colombière d'ailleurs, assez agitée, assez mouvementée. Et dans la traversée de Cluse, la plupart des coureurs qui composaient le groupe Armstrong ont réclamé les voitures des directeurs sportifs. Il y avait un balai dans tous les sens de voitures qui voulaient ravitailler leurs coureurs. Et c'est à ce moment-là que Didier Rousse, a choisi pour se détacher. Nous sommes là à la sortie de Cluse et derrière Didier Rousse, 2 hommes sont partis en contre. Kivilev peut-être. Kivilev sûrement. Deux hommes en tête, Didier Rousse, Kivilev. Et un troisième de Vinny Caldirola. Trentin, Guido Trentin. Trentin, deuxième au classement des jeunes de maillot blanc. Jean-René. Oui, Trentin devrait logiquement revenir sur Kivilev et sur Didier Rousse dans quelques instants. Et en me retournant, je vois que l'écart a grandi assez vite. Et probablement pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, à savoir que dans la traversée de Cluse, après la descente très agitée et très rapide de la Colombière, eh bien la plupart des leaders ont souhaité être ravitaillés. Ce qui fait que leurs équipiers, il y a eu ce balai des voitures et il y a eu un inévitable ralentissement qui s'est produit dans le groupe maillot jaune. Et la conséquence en est premièrement la possibilité qui a été offerte à Didier Rousse, à Kivilev et à Trentin de partir. Et deuxièmement, bien sûr, l'écart qui se creuse. Là, véritablement, très rapidement, les 3 hommes profitent en fait de ce temps de ralentissement et de ravitaillement. Alors que nous arrivons, Patrick, au panneau du meilleur grimpeur qui indique dans 5 km l'ascension, le sommet de la prochaine difficulté. Il s'agit de 1, 2, 3, 4, de la 4e de la journée, la côte de Châtillon-sur-Cluse. Les hommes de tête sont dans l'ascension de cette côte. Sous l'impulsion de Kivilev, Rousse dans sa roue, Trentin devrait les rejoindre bientôt. Le voici. On trouve 2 hommes là qui ont terminé 4e d'étape dans ce tour, puisque Didier Rousse, je m'en souviens, avait terminé 4e à Dax, mais également 7e à Villeneuve-sur-Lot. Et que Trentin, qui est un peu à la peine là pour revenir sur les 2, avait terminé 4e à Draguignan. Déjà un écart de 25 secondes. En tout cas, il faut être costaud pour sortir comme ça du peloton, parce qu'il a fallu déjà parvenir à rester, alors que l'écart est maintenant de 25 secondes dans le groupe maillot jaune, ce qui n'était pas évident avec toutes les accélérations de la journée, mais ensuite de trouver les ressources pour ressortir. Et voici donc Trentin, Rousse et Kivilev ensemble dans le premier kilomètre d'ascension de cette côte classée, je vous le rappelle, en 3e catégorie. Voilà, ça va être fait pour Trentin. Décidément, il a du mal. À mon avis, il n'est pas prêt de prendre un relais, parce qu'il a fait un tel effort, alors que Pantani est en train de récupérer là dans le peloton. Il doit être un peu amer, Marco Pantani. Tous les efforts qu'il a fait pendant cette journée, qui maintenant sont réduits à néant. Bernard Thévenet, on vient de vous entendre aux commentaires. Vous n'avez pas intervenu pendant 2-3 minutes, peut-être une petite pause. Je pense, je ne me souviens plus bien, mais oui. Dû faire une petite pause technique. Oui, on va dire ça. Marco Pantani, un peu amer, vous venez de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il avait attaqué très tôt ce jour-là. Il était parti très tôt et finalement, il a été rejoint, donc il n'a pas été récompensé de ses efforts.
Patrick Chassé, il était parti à quel moment, Pantani, il avait essayé de dynamiter la course? Oui, en fait, dès le col des Saisies, il y avait 4 grands sommets. Col des Saisies, les Aravis, la Colombière et la montée de Jouplane, avant Morzine. Ouais. D'entrée, il attaque. Sur le premier col? Sur le premier col. C'est une vraie réaction d'orgueil. Il faut savoir, quelques jours auparavant, il y a eu l'étape du Mont Ventoux. Et dans cette étape du Mont Ventoux, Lance Armstrong s'échappe sur les pentes du Ventoux avec Pantani. Pantani gagne l'étape et à l'arrivée, Armstrong dit « Je lui ai fait un cadeau ». Ça ne plaît pas beaucoup à Marco Pantani. Et donc, il veut lui prouver qu'il a les moyens de faire une étape tout seul. Exactement. Ouais. Et il va le payer. Et il va le payer très vite, puisque finalement, dans le col suivant, il est repris et très vite, il se retrouve en difficulté. Jérôme Pinault, c'était quel type de coureur, Pantani? Un peu fou, attachant J'ai malheureusement pas eu l'occasion de courir énormément avec lui, mais sur la fin de sa carrière un petit peu. J'ai notamment fait une flèche wallonne avec lui. C'est déjà quelqu'un qui était leader à l'ancienne. Pantani s'arrêtait, changer de boyau, tout le monde s'arrêtait. Pantani s'arrêtait faire pipi, tout le monde s'arrêtait. Ouais. Il était lâché, tous ses coéquipiers l'attendaient. C'était vraiment ce leader-là. Après, de ce que j'ai entendu, de par les personnes que j'ai pu croiser, qui ont couru avec lui, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de caractère, un vrai caractériel, qui était beaucoup à l'orgueil, effectivement, et qui était né champion, et qui devait un jour réussir dans le cyclisme. Et puis c'était celui qui, moi, me faisait rêver dans sa manière de grimper, parce qu'il faisait des folles envolées avec ce rythme si particulier qu'il avait de mettre les mains en bas du guidon et d'accélérer par à coups. C'était vraiment assez beau à voir. On retourne aux commentaires de cette étape du Tour de France 2000, on en est qu'au début. Parce qu'il a un petit cadre, elle ne tient pas devant. Il est obligé de la mettre derrière la tige de sel. C'est symptomatique et significatif ce que fait Pascal Hervé, là. C'est parce que l'équipe Polti a prévu une attaque de Richard Virenque dans le col de Jouplane, très certainement. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une échappée, on Pascal Hervé qui essaye de se reprojeter vers l'avant, comme pour servir à chaque fois de point d'appui à Richard Virenque. Et oui, c'est son objectif, hein, Richard Virenque, de gagner une étape, car le maillot à poids, c'est terminé. La place sur le podium, ça va être difficile. Donc son objectif désormais, c'est une victoire d'étape et une bonne place au classement général, bien sûr. Ouais, la victoire d'étape, ça peut être le moment ou jamais, hein, parce que je ne pense pas que Marco Pantani, encore que avec cet artiste-là, il ne faille jamais jurer de rien. On peut penser que Marco Pantani va être diminué par son échappée. Il a presque fait une échappée solitaire, Marco Pantani. C'est lui qui a roulé les 4/5e du temps. Et c'est une chance pour Richard Virenque, là, de remporter une étape de montagne. On a vu Escartine parmi les grimpeurs, les rivaux de Richard Virenque. Et Escartine, on a vu, il a eu beaucoup de peine pour suivre Pantani. On a vu Jiménez qui était dans l'échappée au tout début avec Pantani qui a explosé. Les grands rivaux de Richard Virenque pour cette étape, ce seront encore une fois les Kelmé. On a vu Bottero qui est souvent attaché au basque de Virenque. On a vu Ochoa qui a retrouvé une bonne allure. Et puis, il y aura l'énigme Armstrong aussi. Hein. Bien... Bernard Thévenet, vous étiez bien informé. Hein, Pascal Hervé qui prépare le terrain pour Richard Virenque. Non, je n'étais pas informé. C'était logique. Oui, voilà, c'était logique. Hein. On ne voit pas pourquoi il aurait démarré comme ça. Richard visait l'étape et il visait surtout le maillot du meilleur grimpeur. Donc c'était normal qu'il ait un équipier qui parte de l'avant et qui lui serve de support par la suite. Pascal Hervé, il va jouer un rôle très important dans cette étape. Patrick Chassé, c'est quel coureur, quelle famille de coureurs, on va dire? D'abord, c'est la famille Festina, puisqu'il a suivi, après l'affaire Festina, Richard Virenque. Chez Polti. Et puis, c'est l'esprit de sacrifice poussé à l'extrême. C'est-à-dire que ce n'est pas un coureur qui, effectivement, s'échappe pour aller gagner une étape. Il n'a jamais gagné d'étape sur le Tour de France. Il s'échappe, c'est pourtant un bon grimpeur, mais il s'échappe avant tout pour effectivement préparer le terrain et pour permettre à son leader de s'imposer peut-être. En tout cas, c'est son dernier Tour de France, hein, Pascal Hervé. On ne le reverra plus sur les routes par la suite. C'est pas son dernier maillot, puisqu'il fera un Tour d'Italie par la suite, dont il sera exclu. Et ça viendra finalement mettre un point final à une carrière assez, assez mouvementée. Bernard, il avait une amitié, plus que ça, même une confiance envers Richard Virenque,
J'ai vu qu'il a exprimé à plusieurs reprises et on sentait il aurait vraiment fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire gagner Richard. Hein. Et c'est ce qu'on va voir dans cette étape. Jean-René. Oui, Patrick, j'ai effectué il y a quelques instants un pointage. J'avais 30 secondes entre les 3 hommes de tête et Pascal Hervé et 53 secondes avec le peloton. Pascal Hervé qui est embarqué là dans une aventure difficile pour revenir sur les 3 hommes de tête. Nous arrivons au sommet de la difficulté que nous escaladons en ce moment, à savoir la côte de Châtillon-sur-Creuse, puisque nous avons déjà passé le panneau indiquant le sommet de cette côte à 1 km, côte qui était classée en 3e catégorie, qui n'est pas un obstacle bien sûr aussi difficile qu'ont pu l'être ceux que les coureurs ont escaladé depuis ce matin et qui que le sera bien sûr le col de Jouplane. Voilà, nous sommes dans la localité de Châtillon, nous sommes revenus avec les 3 hommes de tête, groupe emmené par Kivilev pour l'instant, et l'écart entre les 3 hommes de tête et Pascal Hervé est stable. Je viens de refaire un pointage, 28 secondes. Vous voyez, il y a une certaine stabilité dans la position de Pascal Hervé par rapport aux 3 hommes de tête. Pascal Hervé a compris qu'il ne servait à rien de tenter de revenir sur les 3 hommes de tête. Il va reprendre sa place aux côtés de Richard Virenque à l'entrée de Châtillon. Voilà, les 3 hommes sont passés au sommet. Jean-Paul. Oui, alors que dans cette côte de Châtillon, eh bien, Pantani occupe toujours les dernières positions du peloton. Voilà, Pascal Hervé va être repris par le groupe. Pascal en profite pour s'hydrater un peu. Et là, il va se relancer dans le groupe. Accélération encore de l'équipe. Botero qui attaque là pour marquer des points encore. Cette fois-ci, son maillot à peau, il le tient définitivement. Top, 1 minute 03. Alors quand on regarde ces images, qu'on écoute le commentaire, il y a des petites réflexions qui nous viennent. D'abord, Jérôme Pinault, il n'y a pas de casque. Tout le monde n'a pas de casque, quoi. Non, effectivement. Et la dramaturgie un peu de l'image, c'est que le casque va devenir obligatoire suite au décès d'Andrei Kivilev, qui est là à l'échappée, suite à sa chute mortelle dans Paris-Nice. Les organisateurs et l'UCI va rendre obligatoire le casque dès 2003 pour les montées, pour les étapes. Et on pourra l'enlever en 2003 au pied des dernières montées finales. Et puis dès 2004, le casque sera rendu obligatoire. Ouais. Donc c'est vrai que à l'image, c'est un peu les dernières fois où on voit et Andrei Kivilev et des coureurs sans casque dans le Tour de France. Et ce casque que les coureurs avaient refusé quelques années auparavant, en 91, déjà, on veut rendre obligatoire le casque. Ça provoque une levée de bouclier, ou de casque, comme vous voulez. Et quoi qu'il en soit, les coureurs ne veulent pas de ce casque. Ils le considèrent absolument inconfortable, surtout dans les journées d'été de forte chaleur sur les routes du Tour. C'est la seule raison du refus, Bernard Thévenet? L'inconfort? Oui, je pense qu'à l'époque, les casques étaient certainement moins confortables que les casques de maintenant. Et c'est vrai que les coureurs avaient fait grève dans les Pyrénées pour ne pas porter le casque. Et puis après, il y a le casque obligatoire, mais en cas d'arrivée en sommet, les coureurs avaient le droit de s'en débarrasser au pied du dernier col. Puis finalement, après, une fois que tout le monde était bien habitué, finalement, on l'a obligé tout le long du parcours. Et puis il y a un autre aspect, alors c'est beaucoup plus anecdotique, sur le commentaire.
Par rapport aux commentaires d'aujourd'hui, Patrick Chêne, il laisse pas mal de respiration. C'est sa technique, ça, Bernard ? Oui, c'est une technique, parce qu'il disait si on abreuve les gens de mots, de choses, c'est vrai qu'il y a des moments où on n'a pas grand-chose à dire, donc il vaut mieux laisser les gens se faire un peu leur idée eux-mêmes, puis après reprendre derrière. Et puis aussi, Patrick disait qu'il faut toujours commencer un commentaire tranquillement, parce que si on s'énerve dès le début, il dit après, nous on va être comme les coureurs, c'est qu'on n'aura plus rien à dire, on n'a plus grand-chose à magnifier. Et alors notre Patrick à nous, le Giro, vous avez fait ça aussi ? Faut démarrer piano et pour apprendre. à chaque époque, ça. Non, mais sa façon de c'est vrai que commenter. c'est quelque chose parfois qui est nécessaire dans une étape sur la durée. Le problème, c'est que quand une étape part tambour battant, on est un peu obligé de suivre ses émotions et de suivre. Et cette étape en particulier, je m'en souviens très bien, cette étape, au départ, on a l'attaque de Pantani. Donc, vous disiez c'est un peu une étape à l'envers. Pourquoi c'est une étape à l'envers ? C'est une étape à l'envers parce qu'en règle générale, on laisse partir effectivement de bons grimpeurs dans une étape de montagne comme ça, qui sont avant tout des baroudeurs. Donc, voir un Didier Rousse, voir un Andrei Kivilev ou un Trentin s'échapper... Enfin, les voir devant, c'est pas en soi, ça paraît tout à fait normal. Mais là, faut quand même pas oublier qu'on est dans les 40 derniers kilomètres de course. Donc, on est à la fin de cette étape et on vient de les laisser partir. Alors que d'habitude, ils partent plutôt dès le premier col. Là, c'était à l'envers parce que dès le premier col, on avait de très bons coureurs qui étaient sortis. Pantani, furieux, on ne l'a pas dit, furieux, 4e kilomètre, il tombe. Il s'accroche avec le meilleur grimpeur, Bottero, il tombe. Il remonte sur son vélo. Quelques kilomètres plus tard, il s'en va. Il était énervé. Il avait vraiment envie encore une fois, un coup d'orgueil, probablement de Marco Pantani. Du coup, les baroudeurs, ils se disent, oh là, Pantani, on va peut-être pas tous y aller. Pas attaquer tout de suite. Ouais. Voilà. Et au moment du regroupement général, c'est-à-dire peu avant le début de cette retransmission, tout est à refaire. On repart de zéro. Et là, les baroudeurs se disent, on a peut-être notre chance. Bon, mais la côte de Châtillon, c'est pas le col des Saisies. Et forcément, pour faire des écarts, ce sera beaucoup plus difficile. Ouais, la côte qu'on vient de passer, Bernard Thévenet. Et je voulais juste faire remarquer, on vient de voir une image qu'on ne voit plus maintenant. On a vu Armstrong tout seul. Tout seul, là, devant, en plein dans le vent. Maintenant, on ne voit plus ces images. Quand on voit un leader, il y a toujours 4-5 de ses équipiers devant. Mais là, on vient de voir Armstrong qui remontait le peloton, pas d'équipier pour l'emmener. Maintenant, ça paraîtrait vraiment incongru, ça. On n'avait jamais un leader remonter un peloton tout seul, sans équipier devant lui. Oui, d'autant qu'il en a à ses côtés. Enfin, il en a encore dans ce peloton. Oui, dans ce peloton, oui, il y en a encore. Oui. Il faut dire que la tactique, la stratégie a beaucoup changé depuis l'année 2000. Alors j'hésite parce que, est-ce que je donne la parole au Bernard Thévenet 2017 ou au Bernard Thévenet 2000 ? On va aller écouter un peu le Bernard Thévenet 2000. Travail très très important du Dobolt. Guérini dans sa roue. Alors, on durcit la course pour préparer la grande offensive tout à l'heure, ou c'est plutôt Bellocchi et Moreau qui vont attaquer Ulrich? En tout cas, il va se passer des choses dans la montée de Juplan. En tout cas, pour l'instant, on a vraiment l'impression que les deux coureurs de Télécom là préparent le terrain pour Jan Ulrich. C'est une drôle d'étape qu'on a vécue, hein, Bernard. Tout à l'heure, on a vécu des moments, mais vraiment emballants. Et c'est vrai que depuis longtemps, on suit le Tour de France. C'est le 20e, pour ne rien cacher. Et lorsqu'on trouve dès le départ d'une étape un garçon comme Pantani qui attaque, des contres avec Moreau, avec Virenque, avec Escartine, des coureurs aussi importants, dès le début d'une grande étape comme ça, on se dit qu'on va vivre quelque chose d'extraordinaire au niveau des écarts. Et puis tout à coup, on se retrouve pas très loin de l'arrivée, finalement à 35 km de l'arrivée. Et rien ne s'est passé. J'ai l'impression que beaucoup de coureurs veulent remporter cette étape. Beaucoup de coureurs ont prévu d'attaquer dans le col de Juplan. Ils avaient tablé sur une tactique qui les amènerait en bonne position au col de Juplan. Mais l'attaque de Pantani a déstabilisé tout ça. L'attaque de Pantani a complètement changé la vision de la course de la plupart des coureurs. Et on a vraiment l'impression qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements au point de vue tactique ou stratégique dans cette étape. Parce que apparemment personne n'avait misé sur une offensive aussi importante dès le col des Saisies, c'est-à-dire à plus de 130-120 km de l'arrivée. Et tout ceci a provoqué beaucoup d'hésitation dans les choix à faire dans les équipes.
bien qu'on se retrouve, on s'est retrouvé à 40 km de l'arrivée avec un peloton, enfin avec ce qui reste du peloton tout au moins, mais où tous les favoris, malgré leurs efforts, se sont retrouvés ensemble. On a quand même vu quelques petites choses aujourd'hui. Bon, on a parlé de l'attaque de Pantani. C'est plus facile hein, lorsqu'on est tiré par un bateau. Il fait moins chaud sur l'eau. On a vu l'attaque de Pantani. On a quand même vu quelque chose d'extraordinaire. C'était l'attaque d'Ulrich dans le col des Saisies, ce qui n'est pas dans l'habitude de course de l'Allemand. Alors on a eu des moments bizarres. En voilà encore un moment bizarre tout de suite. C'était l'équipe Télécom qui roulait, puis d'un seul coup, sans qu'on saisisse bien pourquoi, hop, c'est de nouveau l'US Postal. Alors on saisit pourquoi? C'est parce qu'ils veulent tous la victoire d'étape. Oui, ils veulent tous durcir la course. Ils ont un petit peu peur aussi parce qu'ils ont été un peu échaudés par l'histoire Pantani. Alors maintenant, ils ne veulent surtout pas laisser prendre trop de terrain à cette échappée avec Rousse, Kivilev et Trentin. Belle vue sur la vallée maintenant. Avant d'entamer la dernière grande difficulté de ce Tour de France, le col de Jouplane. Et il y a quelques monts au bout de la vallée. Hein. J'en ai. Oui, ce n'est pas pour l'instant, même s'ils réussissent apparemment doucement à creuser l'écart par rapport au groupe Armstrong, ce n'est pas pour l'instant le terrain le plus facile pour les trois hommes de tête. Nous sommes en effet dans des longues lignes droites. Il y a du vent qui souffle favorablement, un vent qui n'est pas trop puissant mais qui souffle favorablement. Et ce qui est intéressant par contre, c'est de voir que les trois hommes tournent régulièrement. Les trois directeurs sportifs des équipes représentées à l'avant, à savoir Bonjour, Vini Caldirola et AG2R Prévoyance. Les trois directeurs sportifs sont venus tour à tour voir leurs coureurs et je l'ai vérifié auprès d'eux. Tous les trois ont demandé à leurs coureurs de rouler, de faire vivre l'échappée, sachant que de toute façon, compte tenu de la perspective du col de Jouplane à escalader, sachant qu'il n'y avait pas pour eux d'autres tactiques pour l'instant, essayer dans un premier temps de creuser un écart, prendre une avance assez substantielle qui pourrait peut-être leur donner quelques chances tout à l'heure, car tous les directeurs sportifs savent à quel point le col de Jouplane, l'ascension du col de Jouplane est difficile. Donc pour l'instant, une consigne donnée de même manière par trois personnes différentes pour aboutir à ce résultat. On tourne, on se relaie, on roule et pour l'instant on ne se pose pas de questions. Alors on va beaucoup parler de Richard Virenque pendant cette soirée, pendant cette équipe vintage, mais le Français le mieux classé au classement général, au départ, au matin de cette 16e étape, c'est Christophe Moreau. Il est à 8,22 de Lance Armstrong et il est à un peu plus d'une minute, 1 minute 16 du podium de Bellocchi. Est-ce qu'il avait le coffre pour finir sur le podium, Jérôme Pinault? En tout cas, c'était son rêve absolu de finir sur le podium, Christophe Moreau. Christophe Moreau est un coureur complet. Il a toujours frôlé le podium du Tour, à 2 reprises notamment, mais il manquait le petit truc, le petit truc en montagne, le petit truc en chrono. Il a toujours eu aussi affaire à une forte génération de coureurs, mais c'était un coureur, oui, en qui on voyait un peu la succession. Il est resté, lui, dans l'équipe Festina après le scandale, donc on attendait aussi un peu de Christophe Moreau, de la succession de ces coureurs français, mais il avait aussi dans son équipe Joseba Bellocchi, le Basque, qui était aussi chez Festina, qu'il avait un peu dans ses pattes et ils ont passé beaucoup de temps d'abord à se débarrasser l'un de l'autre plutôt que d'essayer de voir plus haut. Et c'est un peu ce qui a empêché Christophe de monter sur le podium. On retourne aux commentaires d'époque. Généralement, c'est après l'arrivée du Tour, c'est quelques jours après ou sur les Champs-Élysées qu'un leader, qu'un maillot jaune avoue qu'il a eu un jour sans dans le Tour de France et qu'il a beaucoup souffert. Mais il ne faut jamais le montrer. Mais on dit toujours, lorsque l'on est bien, lorsque l'on papillonne, pour employer un terme cycliste, il faut faire comme si on était mal. Et lorsqu'on est mal, il faut faire comme si on était bien. Mais évidemment, il est plus facile de tromper son monde quand on est bien. Quand on est mal, c'est pas facile du tout de faire croire qu'on est en bonne condition. Il faut savoir cacher ses émotions, cacher ses difficultés à un moment où ça va très mal.
L'ascension de Jouplan va bientôt débuter. Avec des pentes à 9,5-10%. Une très bonne entente entre les hommes de tête. Avec une avance de 2 minutes. Et on a encore le temps d'écouter Christophe Moreau qui s'est adressé à Claude Aimard une deuxième fois ce matin pour évoquer Jouplan. Jouplan qui fait peur. Et c'est vrai que Moreau y pensait ce matin. Ouais, moi je pense qu'aujourd'hui véritablement, si je devais avoir une défaillance, parce que nul n'est parfait, et aujourd'hui c'est vrai que je peux passer à côté, je ne suis pas à l'abri d'une défaillance non plus, ce serait véritablement dans Jouplan. Et dans Jouplan, avec le moral que j'ai, je peux vous dire que même si j'avais pas des grandes jambes, j'ai su redresser la barre dans le Ventoux. Et là je ferai tout véritablement pour en tout cas limiter et ne pas exploser pour perdre tout mon acquis. Alors ça c'est une certitude, c'est que même si j'avais pas de grandes jambes et une journée sans, en tout cas à Jouplan, je limiterai au maximum parce que de toute façon, avec tout ce que j'ai réalisé aujourd'hui, ça ne devrait pas être catastrophique. En tout cas, si défense il y a, on essaiera de la gérer au mieux. Voilà la sagesse de Christophe Moreau. Jérôme Pinault, est-ce qu'on peut papillonner dans Jouplan? Papillonner, je sais pas, bluffer, c'est difficile. Jouplan est un col très difficile avec, dès les premiers hectomètres, une pente à 8-9%. Donc, il est possible de bluffer dans certains cols lorsqu'on peut un peu remettre du braquet ou des cols qui sont exposés au vent. Dans Jouplan, c'est difficile. Mais néanmoins, voilà, un coureur, comme le dit Christophe Moreau, là, à l'instant, il dit... Je vais me battre. Oui, on peut se battre. Les classements sont figés quasiment. On a Armstrong qui est loin devant. Et derrière, il y a quelques écarts. Donc, chaque coureur va se battre. Tout le monde est un peu à sa place, finalement, en fin de tour. Et là, c'est ce que va essayer de faire Christophe Moreau pour garder sa position au classement. Mais difficile de papillonner dans le col de Jouplan. Oui. Jouplan, col sous-estimé, selon Jean-Paul Olivier, qu'on a interrogé il y a quelques jours pour préparer cette émission. Écoutez-le. Je pense qu'on n'a pas suffisamment dit que Jouplan était l'une des plus grandes montées, l'une des plus difficiles montées de France en ce qui concerne le col. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que le col de Jouplan est très très dur. Il est très très dur. Il est très dur parce qu'il n'a pas de montée régulière. Il a des montées un peu chaotiques. Alors on arrive, on pense que voilà, le col va faire tel pourcentage et puis poum, on a un pourcentage qui remonte et ça en fait un col très difficile. Et c'est là que Armstrong, par exemple, a connu une défaillance en 2000. Et Armstrong, à ce moment-là, était en pleine, si j'ose dire, en pleine lucidité. Il était imbattable quelque part. Et donc, c'est dans Jouplan qu'il connaît cette défaillance. Et ça, c'est important de le dire. Bernard Thévenet, Jouplan, vous avez des souvenirs sur cette ascension? Pas de très bons souvenirs, parce que non, c'est vrai que c'est un col qui est très dur, comme disait Jérôme tout à l'heure, c'est qu'il est dur dès le pied. Donc on ne peut pas bluffer dans ce col, hein, parce que on peut bluffer s'il n'y a pas d'attaque, oui, mais s'il y a des attaques et que ça roule vite, c'est très compliqué pour pouvoir suivre. Et puis les pourcentages sont différents dans la montée. Il y a souvent des changements de rythme. Et quand on n'est pas bien, c'est un vrai calvaire. Ouais. Par contre, c'est vrai que pour un vrai grimpeur, ouais, c'est un bon endroit pour pouvoir placer une attaque et lâcher ses adversaires. Ouais, et c'est pour ça que Richard Virenque avait évidemment ça en tête. Patrick Chassé, la descente est pas facile aussi. Mais oui, il ne faut pas oublier que ce col, d'abord, il est toujours à la fin. Pratiquement toujours à la fin. C'est avant d'arriver à Morzine. Il y en a toujours eu beaucoup avant. Donc il y a effectivement la chaîne des Aravis qui est avant, avec donc le col des Aravis, le col de la Colombière. Là aujourd'hui il y a le col des Saisies. Donc on arrive au pied de ce col, les coureurs ont 180 km, 190 km de course déjà souvent dans les jambes. Donc ça accentue évidemment la difficulté. Et c'est vrai que la descente est elle aussi très particulière parce que quand on arrive en haut de Jouplan, il n'y a pas tout de suite la descente. Il faut encore attendre. Et si la montée est assez longue, elle fait 11-12 km. La descente, elle ne fait que 8 km finalement. Donc descente très rapide, très pentue, très technique. Et immédiatement, on arrive dans Morzine pour se disputer la victoire d'étape. Donc
finalement, et Richard Virenque, par exemple, le sait très bien, parce qu'il a déjà eu l'occasion de terminer deuxième 3 ans auparavant à Morzine, derrière Marco Pantani. Il sait très bien que cette étape peut se jouer autant dans l'ascension que dans la descente. Ça tombe bien, il est bon dans les deux domaines. Allez, on y retourne. Pantani est en train de craquer. Vont-ils pouvoir revenir sur Kvylev dans un premier temps? Ça monte très très vite. Voilà, Ochoa, là, il est à pied. Armstrong qui fait la différence, attention. Un nouveau Kelmé qui revient là. Moreau s'accroche bien. La grande bagarre est lancée. Oh, Christophe Moreau qui était mal placé au début, qui est obligé de faire un gros effort pour remonter. Bellocchi. Moreau dans sa roue, attention aux défaillances, elle est terrible cette montée. Armstrong a parlé à son équipier, il lui a dit vas-y, il faut accélérer encore. Oh là, Moreau, plein champ là-bas, il souffre Moreau. Jean-René. Oui, Patrick, Christophe Moreau est en difficulté. Difficulté alors que nous sommes très impressionnés par le train imposé depuis le pied de l'ascension. Il y a eu ce virage à gauche, le train imposé d'abord par Tyler Hamilton et maintenant par Livingstone, à la droite duquel est venu se placer Lance Armstrong. Eh bien, Christophe Moreau vient de perdre quelques longueurs avec le groupe du maillot jaune. Il est à l'énergie à l'arracher, la bouche grande ouverte, mais il a du mal, Christophe Moreau, beaucoup de difficultés. Il ne faut pas qu'il aille trop au-delà de son rythme, il faut qu'il maîtrise son ascension, Christophe Moreau, car les écarts peuvent être très importants dans une ascension comme celle-ci. Armstrong très facile. Et Moreau qui se rassied là-bas, qui perd du terrain. Bottero et Bellocchi sont là. Escartine également. Le danger au classement général pour Moreau. C'est Heras, Virenque, Bottero, Escartine, ils sont tous là. Jean-Paul. Beaucoup de monde lâché ici, Guérini, Vélo, Hamilton, Baranowski, Jiménez aussi a lâché. Formidable effort de Moreau qui tente de revenir dans les roues. Il sait qu'il joue là peut-être une place sur le podium du Tour. Il faut s'accrocher, Christophe. Oh, que ça va être difficile, car on accélère encore à l'avant. Le maillot jaune est seul maintenant, mais il n'a plus besoin de personne. Heras est là. Ah, Moreau, c'est difficile. C'est fini pour Moreau, là, pour l'instant. Jean-René. Ah oui, Christophe Moreau a perdu 100 mètres brutalement, véritablement. Et alors maintenant, il va effectivement falloir qu'il s'accroche, qu'il gère la suite de cette montée. Il ne reste plus dans le groupe Armstrong, il ne reste plus que 7 coureurs dans le groupe Armstrong, emmenés par Roberto Heras. Il y a donc Lance Armstrong, derrière Heras, il y a Virenque, il y a Jan Ullrich, il y a le porteur du maillot blanc pois rouge, Bottero, il y a Bellocchi, il y a Pascal Hervé, et pour fermer la marche de ce groupe, il y a Escartine. Ah, ce pourrait être une très mauvaise opération pour Christophe Moreau là. Il perdra beaucoup de place au classement général s'il ne parvient pas à s'accrocher. Car ils sont tous dangereux là pour lui au général. Heras, Virenque, Bottero, Escartine. Moreau s'accroche. Ah, il l'avait pressenti dans l'interview tout à l'heure. Lance Armstrong très facile en tout cas. Voilà, les héros sont en place, la bagarre a commencé. Armstrong semble encore facile, Virenque en embuscade. Jan Ullrich peut-être va-t-il attaquer, enfin attaquer. Réponse juste après la pub. Restez avec nous, c'est l'équipe Vintage. L'équipe Vintage, seconde partie, à 2 jours du départ du Tour de France. On s'en offre une semaine spéciale Tour de France sur la chaîne L'équipe après Inolemon 86, après le morceau de bravoure de Veuclair en 2011. C'est l'étape du 18 juillet 2000 entre Courchevel et Morzine. Bernard Thévenet est toujours à mes côtés. Merci Bernard d'être là. Patrick Chassé et Jérôme Pinault. Voilà, on se fait un plaisir en revivant cette montée vers Jouplane. C'est vraiment le moment le plus
difficile, le moment crucial de cette étape. Regardez. Heras, Virenque, Ulrich, Armstrong pour la victoire d'étape et pour des places sur le podium à Paris. Heras n'était qu'à 3 secondes de Moreau et à moins d'1 minute de Bellocchi. Heras est en train peut-être de monter sur le podium du Tour de France. Ulrich en difficulté. Ulrich en difficulté à son tour. C'est Heras qui fait la grande opération pour l'instant au classement général. Et Armstrong est toujours là. Armstrong ne lâche rien. Il songe à la victoire d'étape, c'est sûr. Le Minitel, l'Internet, c'est après l'étape pour l'instant. C'est Ulrich en difficulté. Si Moreau pouvait revenir avec Bellocchi sur Ulrich. Kivilev, Trentin est revenu sur Kivilev. C'est mauvais signe ça pour Kivilev. J'ai l'impression que ces deux-là vont voir fondre sur eux. Heras, Armstrong et Richard Virenque. Le groupe d'échappés, là, les trois ont fait beaucoup trop d'efforts au pied. Ils auraient dû rester unis un peu plus longtemps. Heras est en train de démarrer, Armstrong n'a pas pu y aller. Encore un Kelmé là qui s'envole. Richard Virenque a l'air très à l'aise. Richard Virenque aux côtés d'Armstrong pour l'instant, c'est Heras qui fait la différence. Heras qui est, je vous le rappelais, à moins d'1 minute de la 2e place du général. Ce peut être la grande révélation attendue. Heras qui peut être 2e du tour. Regardez bien ce visage. Heras qui est en train de faire un grand numéro, 7e à Otakam, 6e au Ventoux, 8e à Briançon. La révélation du Tour d'Espagne 97. 5e du Tour d'Espagne en 97, Heras. Jean-René. Impressionnant de voir la vitesse à laquelle l'écart grandit entre Roberto Heras et Lance Armstrong et Richard Virenque. Il y a au moins, écoutez, il y a déjà au moins 60, 80 mètres peut-être. Retour d'Ulrich, c'est révélateur. Entre Heras et Armstrong et Virenque et Ulrich qui revient derrière. Ça c'est révélateur de la difficulté qu'éprouvent Armstrong et Virenque. Armstrong la veut cette victoire d'étape, mais il n'a rien pu faire contre le démarrage d'Heras. Armstrong n'est pas dans un très grand jour. On va essayer de faire un petit point pour vous rappeler qu'en tête il y a Kivilev et Trentin. Ce sont les deux hommes de tête. Rousse a été lâché de ce trio de départ. Derrière eux un homme, Heras, qui est parti comme une fusée là et qui va bientôt revenir sur eux. Et derrière eux un trio qui s'est composé avec le maillot jaune, avec Ulrich. C'est incroyable, c'est Ulrich maintenant qui ramène le maillot jaune. Parce qu'Ulrich sait qu'il distance ceux qui le talonnaient au classement général et qu'il a du mal aussi avec Heras. Il joue sa 2e place au classement général. Jean-René. Je vous livre un premier pointage. 13 secondes entre Roberto Heras et le trio emmené par Jan Ulrich qui est revenu de derrière. Et c'est lui maintenant, Jan Ulrich, qui assure tout le train dans ce trio. Richard Virenque en danseuse en 2e position et le maillot jaune en 3e position. Nous allons essayer de refaire très très vite un nouveau pointage. En nous levant là sur la moto, nous apercevons qu'il sort du virage à droite à l'instant. Nous apercevons Roberto Heras. Peut-être il y avait 12, peut-être y a-t-il 13, 14 secondes. L'écart n'est véritablement pas très important. Mais c'est Jan Ulrich tout seul qui pour l'instant fait le travail. Voilà, pointage. On est à 20 km de l'arrivée. Patrick Chassé, on sait que Armstrong va subir un coup de fringale
comme il en a rarement subi dans sa carrière. Est-ce qu'à ce moment-là, dans son attitude, on peut commencer à s'en douter? Est-ce que, par exemple, Ulrich, on vient de le voir, là, regarder Armstrong plusieurs fois derrière lui, est-ce qu'il peut s'en douter? Oui, il peut s'en douter. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le changement d'attitude d'Armstrong a changé. Patrick Chen le dit, au pied du col, il est très fort, il a l'air très bien. Ouais. Effectivement, il fait rouler ses équipiers, ça roule très vite. On sait que le premier kilomètre dans ce col est très difficile. Après, on a, comme là, des pourcentages un petit peu plus roulants et la fin va redevenir difficile. Mais à ce moment-là, justement, c'est un petit peu inattendu. Et Ulrich, qui s'est fait lâcher à un moment, qui a mal digéré, lui, le pied du col, eh bien, va très vite comprendre que finalement, il n'est pas si mal et qu'il est probablement mieux que Lance Armstrong. C'est la raison pour laquelle, alors qu'il pourrait très bien, après avoir recollé à ce groupe Virenque-Armstrong, rester derrière et patienter un petit peu, il va tout de suite prendre l'initiative pour voir si Armstrong peut lâcher. Ouais. Mais il ne l'attaque pas vraiment, quoi. Est-ce que là, on ne touche pas Bernard? Pas sûr qu'il en ait les besoins, qu'il en ait les possibilités, hein, quand même. Est-ce qu'on ne touche pas un aspect du caractère d'Ulrich, qui est peut-être, on en parlait avant l'émission, un peu timoré de toute façon, ce jour-là et d'autres fois? Ulrich, c'était un coureur qui était assez lourd et qui donc n'avait pas des démarrages très, très violents. Et il préférait souvent prendre un train extrêmement soutenu plutôt que de démarrer. Finalement, je pense que ça lui convenait mieux. On a rarement vu Ulrich. D'ailleurs, il était toujours assis sur la selle. On a rarement vu en danseuse. Hein, Ulrich, il se mettait très rarement en danseuse. Et il préférait, comme vous avez vu, comme il est revenu sur Armstrong, il est revenu assis sur la selle avec un bon braquet. Mais il savait rouler très vite en montant, mais il n'aimait pas les à-coups. Il pouvait difficilement démarrer. Ouais, le caractère d'Ulrich, je reviens là-dessus. Est-ce que finalement, ça n'a pas été ça le plus grand frein dans sa carrière? Le plus grand frein dans sa carrière, je ne sais pas. En tout cas, c'est un taiseux, c'est sûr. Il a jamais fait de déclaration. Mais c'est quelqu'un qui vivait bien l'hiver aussi. Ce qui a été le plus grand frein dans sa carrière, je pense, c'est le fait de prendre énormément de poids. Rappelez-vous, à l'époque, il prenait beaucoup de poids. C'était pas un grand courageux de l'entraînement. Ulrich, il y a que le Tour de France qui l'excitait. Sinon, il n'était pas toute l'année, on le voyait jamais. Il y a que le Tour qu'il préparait et il prenait beaucoup de retard l'hiver, contrairement à ses adversaires qui travaillaient eux énormément, notamment Lance Armstrong. Et finalement, Ulrich payait peut-être ça à chaque fois. Il a gagné son premier Tour de France très tôt, avec un talent énorme. C'est certainement le plus gros moteur que le cyclisme ait connu, mais il n'a pas travaillé par la suite et ses adversaires se sont mis à sa hauteur et l'ont largement dépassé. Même. Patrick, on ne va pas égrener toutes les occasions manquées d'Ulrich, mais il y en a eu pas mal. Si vous deviez en choisir une, ce serait laquelle? Très certainement, c'est le Tour du Centenaire en 2003. Ouais. En 2003, il a quitté la formation Deutsche Telekom a quitté surtout le vélo. Ouais. Et il va se retrouver dans cette équipe Bianchi, maillot mythique, avec malgré tout le même encadrement. Et on va le retrouver effectivement en position de battre Lance Armstrong. Ce sera donc 3 ans après cette édition qu'on est en train de suivre. Et s'il fait chaud ce jour-là sur les pentes de Jouplagne, il fera encore plus chaud lors du Tour du Centenaire, et c'est probablement la chaleur qui sera son meilleur allié, parce qu'on le sait, Ulrich a toujours eu du mal dans le mauvais temps, mais a toujours été souverain quand il faisait très chaud, au même titre d'ailleurs que Richard Virenque, qui se sentait très bien dans les grandes chaleurs, alors qu'Armstrong, en 2003, lui, va subir cette chaleur et ne devra son salut qu'à finalement un rafraîchissement temporaire de la température sur la route du Tour. Un mot, Bernard, et ensuite on retourne. Il faut dire aussi que Ulrich, dans cette étape, il est plus préoccupé par Heras, qui peut lui prendre une place au classement général, que d'essayer de prendre la première place à Armstrong, parce qu'il a senti que c'était impossible. Enfin, jusque-là, tout le monde avait senti que c'était impossible. Donc pour l'instant, il n'hésite pas à rouler avec Armstrong dans la roue, parce que pour lui, le plus urgent, c'est de défendre sa deuxième place. C'est Heras qui a pris beaucoup d'avance, regardez. Sur le classement général également pour Richard Virenque, qui était 7e. Et qui peut arriver tout près du podium, là, Jean-René. Oui, le trio composé d'Ulrich, Armstrong, Virenque va maintenant tomber littéralement sur Andrei Kivilev. Didier Rousse n'a pas pu accrocher. Il est distancé, Didier Rousse, il est très fatigué. Nous l'avons doublé il y a quelques secondes. Et le trio, voilà, Jan Ulrich, Armstrong et Virenque. Un virage à gauche et ils sont en train de doubler Kivilev. Voilà Kivilev qui ne pourra rien, bien sûr. Maintenant, il y a encore Virenque. Incident technique pour Virenque. Voilà, il peut repartir. Il a perdu un cale-pied. Il peut repartir maintenant, Virenque, et revenir très facilement, sans doute, sur les deux hommes. Kivilev s'accroche également.
Et Heras va revenir à son tour sur Trentin. Trentin qui va essayer de s'accrocher, mais ce sera très très difficile de rester dans la roue de Roberto Heras. Roberto Heras qui n'hésite pas à accélérer au moment de passer Trentin. Il choisit de le déposer, il ne voulait pas de passager encombrant, si je puis dire. Il se met tout petit peu, il se met à la limite du rouge là en faisant ça, mais effectivement il préfère être seul pour pouvoir gérer son effort comme il l'entend après. Le match maintenant a lieu entre Heras, encore un qui le met en tête, mais aussi le fameux trio emmené par Ulrich, alors que Pantani il tente de revenir, de gérer son effort, mais c'en est sans doute terminé pour lui. Ulrich, Armstrong, Virenque, ils sont trois à la poursuite d'Heras. À 28 secondes maintenant, si Richard Virenque en a la force, il va falloir qu'il tente de contrer pour revenir sur Heras, à la faveur de la descente notamment. Richard Virenque qui pour l'instant se contente de suivre le rythme imposé par Jan Ulrich. Jan Ulrich, le grand bénéficiaire de cette journée pour sa deuxième place. Encore que Heras est devant. 29 secondes d'écart entre Heras et le groupe Armstrong. Jean-René. Oui, Patrick, et toujours Jan Ulrich en force. Jan Ulrich assis et qui tire ce trio au milieu d'une ambiance et d'une foule considérable. Vous disiez tout à l'heure, on nous avait prévenu qu'il y avait dans cette ascension de Jouplan énormément de monde. Eh bien, nous le vérifions mètre après mètre. Du monde et également une ambiance véritablement une ambiance assez extraordinaire. C'est peut-être en ce moment le plus fort moment avec le Ventoux l'autre jour que nous vivons dans les ascensions depuis que nous avons attaqué les premiers sommets dans les Pyrénées. Oui, Patrick. Je ne sais pas votre impression visuelle, mais Armstrong nous semble pas très bien. Exactement, à l'instant, Patrick, à l'instant, Lance Armstrong vient, il revient, il s'est mis en danseuse, il s'accroche. Lance Armstrong, il a perdu 2 mètres, 3 mètres et il se bat. Jan Ulrich est calé sur la droite de la route, Richard Virenque en danseuse au centre et Lance Armstrong qui vient de se rasseoir à l'instant et qui est en train de perdre. Allez, maintenant il y a combien? Il y a 7-8 mètres, il y en avait 2 ou 3. Jan Ulrich vient de se retourner, Jan Ulrich s'est retourné sur la droite et il a regardé, il a vu que Lance Armstrong était en difficulté. Lance Armstrong est en train d'être décroché, Patrick, c'est incontestable. Il est décroché, c'est Richard Virenque qui tente d'accélérer maintenant en emmenant Jan Ulrich. Mais on sait que Lance Armstrong sait bien gérer son effort. Il a là une sorte de coup de barre, on appelle ça comme ça. Il a la force mentale pour s'accrocher, on le sait. Richard Virenque va-t-il pouvoir s'envoler? Parce qu'ils sont fatigués aussi tous les deux. Mais Richard Virenque en rajoute ici. Il emmène Ulrich dans sa roue. Le maillot jaune pour la première fois de ce tour. Le maillot jaune un peu en difficulté. Je dis bien un peu pour l'instant. On l'a tellement vu assez souvent. Savoir gérer ses défaillances et revenir qu'il faut être prudent. Ulrich n'a plus la force là de ramener encore Richard Virenque. S'il relance encore, il sent que c'est un coup à jouer pour aller assurer définitivement la deuxième place. Armstrong est incontestablement en difficulté. Jean-René. Oui, Patrick, Lance Armstrong, je me demande s'il n'est pas victime d'un début de fringale. Il vient à l'instant de prendre une sorte de patte dans son maillot, la poche arrière gauche de son maillot. Il vient également de se désaltérer. Lance Armstrong, j'ai l'impression, les signes qu'il donne laissent à penser qu'il est peut-être victime d'un début de fringale. Et l'écart entre Armstrong et le tandem composé de Virenque et d'Ulrich augmente. Là, debout sur la moto, à l'œil, allez, 80 mètres et un écart qui grandit. Démarrage de Richard Virenque, Ulrich a du mal à suivre et on voit sur cette vue d'hélicoptère démarrage de Virenque qui s'en va là-bas, qui tente de partir à la recherche d'Heras, à la poursuite d'Heras. Il reprend Trentin là, il va être seul intercalé derrière Heras, mais Ulrich s'accroche avec beaucoup de difficultés. Richard Virenque doit gérer son effort aussi. Ulrich s'accroche. Richard Virenque qui peut faire une très belle opération au classement général. Voilà, Ulrich a passé Trentin sans trop de difficulté. Il va tenter de relancer pour aller unir ses efforts. C'est Trentin qui accélère maintenant pour tenter de revenir sur Richard Virenque. Mais n'oublions pas qu'il y a encore Heras là-bas tout seul. Richard Virenque à l'attaque qui commence à grimacer, on comprend. Il a un coup à jouer, Richard Virenque au classement général. S'il distance Ulrich, il peut terminer 2e ou 3e même de ce Tour de France. C'était un de ses objectifs. Alors qu'on ne voit plus Armstrong là-bas au fond. On ne le voit plus, Lance Armstrong. L'écart est en train d'augmenter.
Deux coups de théâtre dans cette étape. Évidemment, ils sont liés. L'attaque de Richard Virenque, la fringale de Lance Armstrong. Les deux coureurs ont raconté ce moment de la course dans les minutes qui l'ont suivi. On les écoute. Ben, vous savez, Armstrong, depuis ces jours-ci, il était très fort. Et quand je l'ai vu s'écarter, j'ai dit, oula, il va se mettre derrière et il va nous déboîter. Et donc, je ne me suis pas occupé de lui. J'ai vu Ulrich qui était dans le dur, donc je lui ai pris un relais et après j'ai accéléré. À ce moment-là, ben, c'est Armstrong qui a craqué. Donc ben, là, on retrouve un peu de force quand on voit Armstrong craquer, hein, parce que il était très fort et ça m'a motivé. Et ensuite, j'ai vu Ulrich craquer. Donc après, ben, là, je me suis lancé à la poursuite de Heras pour l'étape et c'était vraiment fort. Hein. Et juste après la course, Lance Armstrong avouera avoir vécu l'enfer. C'était sans aucun doute la pire journée que j'ai connue sur un vélo. J'étais misérable. Tout le monde sait ce que c'est lorsque vous courez et que vous n'avez plus d'énergie, que vous n'avez plus à manger. Bref, vous avez la fringale. Et c'est ce que j'ai eu aujourd'hui. Il restait 4 ou 5 kilomètres d'une ascension très difficile. Alors, bon, j'ai eu beaucoup d'émotions aujourd'hui. Bernard Thévenet, on disait avant même de voir cette interview qu'il commençait à avoir le visage marqué. Il est vraiment marqué, Lance Armstrong, ce jour-là. Il n'était plus du tout, il avait plus ce regard dominateur comme il avait habituellement dans les montées ou lorsqu'il voulait impressionner ses adversaires. Et c'est un peu bizarre parce qu'en général, avant une fringale, au contraire, on se sent très bien. On sent bon, le temps qu'on se vide complètement, ça sent léger. Et là, il n'a pas senti venir ce moment-là. Et là, quand on a vu déjà son visage un peu creusé, il était déjà, je pense, commencé son hypoglycémie. Et heureusement qu'il lui restait quelque chose à manger dans la poche, parce que quand on a une hypoglycémie sévère, il n'y a plus de carburant, hein, on n'a plus d'essence. Il faut arrêter, attendre que quelqu'un puisse vous venir au secours en procurant des glucides, parce que c'est ce qui passe le plus vite et c'est ce dont on a le plus besoin. Jérôme Pinault, il a 7 minutes 26 d'avance sur Ulrich au matin de cette étape. Il peut perdre le tour ce jour-là sur une fringale comme celle-là? Une vraie belle fringale. Dans Jouplane, on perd beaucoup de temps, mais je pense que là, c'est plutôt un coup de moins bien. Véritablement, pas, comme l'a dit Bernard, une vraie fringale. On est euphorique au pied, on est euphorique pendant quelques kilomètres. Là, on n'a pas senti d'euphorie du côté d'Armstrong, même s'il a fait rouler très fort ses équipiers au pied. Il a bluffé Armstrong. Je pense que cette journée-là, c'était une journée sans, une journée le lendemain d'une journée de repos. La veille à Courchevel, il y avait une journée de repos, donc c'est un peu plus difficile parfois de remettre en route. Peut-être qu'Armstrong a subi ce contre-coup-là et un début de fringale peut-être sur le sommet, mais je pense pas qu'il est quand même paniqué, l'Américain. Il avait vraiment beaucoup d'avance, donc il a géré quelque part sa mauvaise journée. Il a laissé beaucoup d'énergie en route et puis dans la dernière montée, il n'a pas pu suivre les meilleurs, mais il avait quand même une large avance, donc il a su gérer parfaitement son écart. Et Richard Virenque est parti à la poursuite d'Heras. Déjà de retard sur Heras. Jean-René. Oui, Patrick. Alors, Lance Armstrong maintenant laisse partir. Il n'a pas pu prendre les roues. Et Bellocchi et Pascal Hervé se trouvent à une quarantaine de mètres de Escartine. Et Lance Armstrong est en train de perdre du terrain. Il s'est mis en danseuse là juste devant nous, Lance Armstrong. Et il essaie, alors que nous sommes là sur une portion peut-être un peu moins pentue, il essaie mais il n'y arrive pas. Il a essayé la Lance Armstrong à l'instant de relancer mais sans y parvenir. 20 mètres devant lui maintenant et l'écart augmente. Bellocchi et Pascal Hervé. Lance Armstrong a un visage terriblement humain aujourd'hui. Il subit une défaillance. C'est aussi en sachant surmonter des défaillances comme ça qu'on gagne le Tour de France. Il préfère la pluie, le froid, la chaleur, il l'a toujours dit. Et ce matin, ils étaient nombreux à savoir qu'aujourd'hui, ils pouvaient l'attaquer. Le premier qu'il avait compris, c'était Marco Pantani. Mais les circonstances de course ne lui ont pas donné raison. Armstrong qui s'accroche toujours à la vision de Bellocchi Hervé, alors que devant Roberto Heras, oui, n'est pas très bien non plus. Il se retourne, il sent qu'un coureur peut aller plus vite que lui. Si on se retourne, c'est parce qu'on sent qu'on n'est pas efficace à 100% et que donc un autre coureur peut revenir. Virenque à 15 secondes seulement d'Heras. 15 secondes seulement d'Heras. Richard Virenque va rejoindre Heras avant le sommet.
Alors, Bellocchi et Pascal Hervé ont rejoint puis dépassé Fernando Escartine et ils possèdent maintenant une trentaine de mètres d'avance sur Lance Armstrong. Et à l'instant, Johan Brunel, qui ne voulait pas répondre en direct, m'a simplement dit il faut qu'il s'accroche, qu'il s'accroche. Et c'est en fait, apparemment, il y avait une discussion entre les deux hommes, entre Johan Brunel Richard Virenque revient. Richard Virenque est mieux là. On sent qu'il revient sur l'homme de tête, sur Heras. Richard Virenque est en train de produire son effort ici. Il était un peu en difficulté tout à l'heure. Et là, il donne son deuxième souffle. On aperçoit Heras juste au bout de l'écran. C'est une grande étape qu'on est en train de vivre. Heras en tête. Richard Virenque pratiquement dans sa roue. Armstrong en difficulté. Ulrich qui s'accroche. Le classement général est en train de prendre sa vision définitive. Là, voilà. Richard Virenque revient. Richard Virenque revient sur Heras. Quelle va être son attitude? La foule réunie à l'arrivée de Morzine est en train d'exulter. Richard Virenque maintenant qui part, qui va tenter de lâcher Heras. Les deux hommes vont-ils unir leurs efforts? Oui, c'est le cas semble-t-il, si Heras le peut. Richard Virenque avait 3 objectifs. Le maillot à poids s'est raté, mais en revanche, la place sur le podium et la victoire d'étape pourrait bien se jouer aujourd'hui, même si Richard Virenque devra perdre du temps dans le contre-la-montre. C'est Jan Ullrich maintenant qui fait l'effort. Jan Ullrich qui semble très bien ici. Quelle est dure cette ascension. Les deux hommes de tête, Richard Virenque qui mène devant Heras. Heras qui se contente de suivre pour l'instant. Ulrich n'est pas loin des deux hommes, on les a vus là-bas au bout. Une quinzaine de secondes. Ah, il va falloir mesurer l'écart entre Ulrich et Armstrong. Même s'il était très important au classement général, il était de 7 minutes 26. Pour l'instant, près d'une minute entre les deux hommes. Et Ulrich qui relance pour tenter de revenir sur le duo de tête. Richard Virenque Heras. Roberto Hernandez Heras, l'Espagnol. Faut qu'elle se retourne, Ulrich. Il a 26 ans seulement, 3e à Courchevel. Ici en 2e position derrière Richard Virenque. Mais vous le disiez Bernard, cette ascension est très particulière, très longue. Avec des pourcentages proches de 9,5% ici, 10 même peut-être. Bon, ils sont pratiquement toujours avec un 39-22, 39-20. C'est-à-dire avec des développements qui avoisinent les 4 mètres, 3,90 m, 4,10 m. N'oublions pas que les pourcentages sont très importants. Les 3 derniers kilomètres. Bernard Thévenet, c'est 2000, ça fait 17 ans, c'est pas énorme. Est-ce que la technique a beaucoup changé? Est-ce que les vélos qui sont ceux d'aujourd'hui ont des caractéristiques différentes? Je ne pense pas que les cadres aient beaucoup changé, mais les roues, oui. Il y a eu des progrès dans les roues. Dans les roues libres aussi, parce qu'à l'époque, ils avaient des 8 ou 9 pignons. Maintenant, il y en a 11. Et puis, ça fait beaucoup de progrès aussi pour l'entraînement, parce qu'à l'époque, ils s'entraînaient avec des cardio-fréquencemètres. Maintenant, on se sert de capteurs de puissance. Ouais. Jérôme, entre le début et la fin de votre carrière, vous avez vu justement la technique évoluer, le matériel et les méthodes d'entraînement évoluer? Ah, bien sûr, bien sûr. Les méthodes d'entraînement, c'est ce qui a le plus évolué. Avant, on travaillait au feeling avec des méthodes de ce qu'on appelle à l'ancienne, donc de l'époque, avec surtout beaucoup de kilomètres, beaucoup de fonciers, énormément de longues sorties. Maintenant, on travaille énormément de spécifique grâce à des outils de contrôle. On est beaucoup plus précis aujourd'hui sur l'entraînement, sur l'état de santé, la fraîcheur du coureur et puis matériel aussi. On avait des vélos qui étaient certes, la forme du cadre n'a pas tellement évolué, mais le poids a énormément évolué. Les vitesses ont énormément évolué, les roues, comme l'a dit Bernard, aussi. Et puis tout le textile aussi. Aujourd'hui, on voit Lance Armstrong avec un maillot jaune quasiment trop grand pour lui. Aujourd'hui, c'est très proche du corps. On a du lycra, enfin, tout respire beaucoup mieux. C'est vrai qu'on a fait... alors, quand on voit comme ça une image, on se dit non, finalement, c'est la même chose, mais ça a énormément évolué, énormément. Patrick Chassé, un mot de Virenque. On a vu passer une stat tout à l'heure, il va remporter 7 fois le maillot de meilleur grimpeur. Est-ce que c'est son unique objectif sur un tour comme celui-là? Est-ce que depuis l'affaire Festina, il a fait une croix sur l'ambition de gagner un Tour de France? Ah, je crois qu'il a fait une croix, oui. Bah, de toute façon, parce qu'on là, on parle de matériel, de préparation, il
il y a quand même un truc qui a beaucoup changé. Ça n'aura pas échappé aux téléspectateurs. C'est que ça va beaucoup plus vite et pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec le matériel, mais en revanche qui ont beaucoup à voir avec la préparation. C'est que là, on a quand même un cyclisme qui est quand même où le dopage est roi à cette époque. Ulrich, Armstrong, et pour parler de Richard Virenque, on est après sa suspension, ou pardon, on est avant sa suspension, mais on est après l'affaire Festina, parce qu'il va être suspendu pour des aveux tardifs, un jugement qui temps de la justice qui sera assez long pour le suspendre. Là, il participe au Tour de France, mais déjà on a remarqué que Richard ne va plus du tout à la même vitesse dans les chronos. Lui qui était capable de monter sur le podium du Tour de France, de rivaliser avec les meilleurs en 97, après, il est capable de rentrer dans le top 10 du Tour de France, mais le temps perdu dans les chronos est irrémédiable pour lui et il ne peut rivaliser qu'en montagne. Et capable de réaliser des grands coups comme ce jour-là sur les pentes de Jouplane. Classement général, Jean-Paul, 1 km du sommet pour les deux hommes de tête. Jean-Paul. Christophe Moreau est passé à 45 secondes d'Armstrong. Enfin, Armstrong est en tête et devant Moreau pour 45 secondes encore. Donc Moreau doit s'accrocher, tenter de revenir sur le maillot jaune. Ça fait 2 minutes sur la tête. Jean-René. 18 secondes entre Heras et Jan Ullrich. 18 secondes et Richard Virenque est juste devant. Jan Ullrich qui va passer devant le panneau indiquant le sommet de Jouplane à 1 km. Walter Godefroth est venu se repositionner derrière Jan Ullrich. Si Richard Virenque bascule en tête, ce qui va être le cas, légitimement Virenque est meilleur descendeur, va intrinsèquement. Ça va être un match entre Heras et Virenque. Non, Richard est oui, bien meilleur descendeur que Roberto Heras. Et en plus, comme Roberto Heras ne roule pas, Richard va vouloir s'en débarrasser. Et on est pratiquement sûr qu'il va réussir à le lâcher dans la descente. Attention, il y a 12 km de descente. Hein. C'est une descente difficile, technique, où on peut penser que Richard sera beaucoup plus agile, beaucoup plus habile que Roberto Heras et surtout beaucoup plus rapide. On est content du final de cette étape car il s'est passé tellement de choses avec l'attaque de Pantani tout à l'heure que c'était vraiment décevant de voir que tout ça n'a servi à rien. Alors que toutes ces banderilles placées depuis le départ ont fait que le maillot jaune a craqué pour la première fois. Et à 1 km du sommet, le maillot jaune qui semble un peu mieux là, qui relance. Jean-René. Oui Patrick, j'ai l'impression que Walter Godefroth et le mécanicien qui est à bord de la voiture ont préparé un vélo pour la descente pour Jan Ullrich. Et Walter Godefroth est en train, un vélo bien sûr, un vélo de descente. Et Walter Godefroth est en train d'essayer de passer pour aller demander à Jan Ullrich s'il veut, oui ou non, au sommet, changer de vélo. Tout est prêt au niveau de la télécom pour éventuellement procéder à ce changement. Ventin, le maillot jaune qui revient sur lui. Voici les deux hommes au sommet. On va déclencher bien sûr les chronomètres et surveiller Richard Virenque dans la descente. Le public exulte ici. 1,52 pour Armstrong. L'écart a augmenté sensiblement. Voilà, Heras ne va quand même pas faire le sprint après avoir pas roulé un seul mètre dans la montée. Allez, il lui fait signe, il faut qu'on se relaie dans la descente. Jean-Paul. Quelques mètres d'Ullrich, il revient à quelques mètres d'Armstrong. Il revient sur lui. Qui ça? Il revient sur le maillot jaune. On vous a pas entendu, Jean-Paul. Oui, Moreau revient sur Armstrong. Il n'est plus qu'à quelques mètres de lui. Merci pour cette information. Alors, on a du Bernard Thévenet 2017 et 2000, et on a aussi du Jean-Paul Olivier 2000, on vient de l'entendre, et 2017. Il nous dit, ah tiens, juste cette image-là, Ullrich qui change de vélo, on écoutera Jean-Paul Olivier après, priorité à cette image. C'est rarissime, Jérôme Pinault, de changer de vélo avant une descente. Oui, d'autant plus qu'il avait un vélo avec des roues profilées un peu haute carbone qui sont plus destinées à des épreuves sur le plat, des roues aérodynamiques. Et là, il change pour des
des roues plutôt à jantes plates. Donc c'est peut-être dans le pilotage. On a toujours su qu'Ulrich avait un problème dans les descentes. Il n'était pas très très bon dans les descentes. Et c'est vrai que ces jantes hautes sont parfois difficiles à contrôler en descente. Ça doit être l'explication parce que c'était prévu dans ses commentaires. On nous l'avait prévu, on avait prévenu que Ulrich allait changer de vélo. Donc certainement un problème de pilotage pour Ulrich qui n'a jamais été très très bon descendeur. Et donc on retrouve Jean-Paul Olivier, version 2017, qui nous parle de Richard Virenque. Virenque est entré dans le cœur des Français tout simplement par ses qualités de grimpeur. Parce que c'était un beau coureur, c'était un attaquant. Il a un peu terni son image en 98 avec l'affaire Festina, mais c'était un tel coureur, c'était un tel gagneur, c'était un tel grimpeur, c'était un tel coureur à panache qu'il a fait le bonheur des Français. Il a fait le bonheur des Français et on a pu ensuite constater combien il avait du panache parce qu'il a gagné en solitaire Paris-Tours, qui était une course qui n'était vouée qu'aux sprinteurs finalement. Eh bien, il a été gagné cette épreuve en solitaire. Alors ça contribue encore à le grandir considérablement. Donc c'était un attaquant, c'était un grimpeur né. Vous savez, ces grimpeurs sautillants, on a besoin d'eux et on les aime bien. On les aime bien parce qu'ils font la course. C'est eux qui dynamitent la course. Et Virenque était quelque part un dynamiteur. Et puis Patrick Chassé, il y avait un autre dynamiteur aussi dans ce peloton, c'était Marco Pantani. Et Richard Virenque est plutôt, on va dire, soulagé de voir qu'il a pété, comme on dit, qu'il a coincé. Pourquoi ? D'abord parce que c'est le dernier vainqueur à Morzine. Marco Pantani est un coureur qui connaît très bien cette étape. Et puis Richard, il n'a pas que des bons souvenirs sur Morzine et sur ce col de Jouplane. 3 ans avant, il est derrière Pantani, il est en poursuite, il n'arrive pas à décrocher Jan Ullrich qui est avec lui, qui s'apprête à remporter le Tour de France. Donc il n'a pas envie de revivre la même chose avec Roberto Heras. Mais là, il aura beau faire, il bascule au sommet, et l'indécrottable Roberto Heras, qui à l'époque n'est pas encore connu, il a gagné 2 étapes sur la Volta, pas grand-chose, il se dit, bon sang, lui non plus, j'arrive pas à le lâcher, je vais essayer de le faire dans la descente, mais je suis vraiment pas sûr d'y arriver. Mais il va y avoir un fait de course, regardez. Qui est en train de faire un effort énorme. Et juste devant nous, il y a Heras et Virenque avec les voitures qui les suivent. Jan Ullrich a la voiture qui suit les 2 hommes de tête en point de mire dans cette partie montante que nous abordons avant de repartir vers la descente. Tout cela au milieu d'une foule véritablement considérable. Il y a beaucoup de drapeaux allemands qui sont tendus sur le bord de la route. Jan Ullrich là qui fait un énorme effort. Il fend la foule littéralement. Il va dans un instant terminer cette partie montante pour repartir dans la descente et repartir à la poursuite de Richard Virenque et de Heras. Le combat est magnifique. On conseille vraiment pas de photos, les photographes amateurs. On voit trop de personnes venir au centre de la route pour faire la photo. Ça nous rappelle la scène de Guérini à l'Alpe d'Huez. Avec l'objectif de la photo, vous ne vous rendez pas compte de la distance qui vous sépare du coureur. Et c'est dangereux. Voilà Jan Ullrich à fond maintenant pour revenir sur Virenque et sur Heras. Virenque a récupéré un peu tout à l'heure dans la roue d'Heras. Il va sans doute tenter maintenant de faire la descente comme il sait le faire. Il prend l'extérieur, Ullrich, il joue le tout pour le tout. Il va asseoir définitivement sa 2e place et il rêve de la victoire d'étape. Ça me paraît impossible pour Ullrich de pouvoir remporter la victoire d'étape. Il va, à mon avis, moins vite que Richard Virenque au sprint. Attention, Richard Virenque est souvent monté très très rapide au sprint. Et même s'il est rejoint par Jan Ullrich, il devrait l'emporter à Morzine. Armstrong à 2 km, à 2 minutes à 10 km de l'arrivée. On aura vu Armstrong avec un visage terriblement humain, comme je le disais tout à l'heure. Et heureusement que les circonstances de course lui ont été favorables tout à l'heure avec les télécoms qui ont roulé sur Pantani. Ouais, mais attention, Armstrong faiblit de plus en plus depuis 3 jours. Et il y a encore 5 jours avant l'arrivée à Paris. Si vraiment tout le monde pense à cela, si tout le monde analyse cela, demain on risque d'avoir encore une étape très très difficile. Et ça risque d'être de nouveau très dur pour Armstrong. Alors Virenque demande à Heras de passer. Voilà, Heras a pris le relais. Richard Virenque ne veut pas tout donner tout de suite, il a raison. Ullrich est à 25 secondes, il n'en reviendra plus normalement. Et le groupe Armstrong à 2,05.
Il va falloir se livrer à de savants calculs pour le classement général. Moins de 7 km 500 de l'arrivée. Ulrich est à 26 secondes de ces deux hommes. Alors Richard Virenque va-t-il tenter maintenant de faire la descente comme il sait le faire pour distancer Heras? C'est pas une descente très technique pour l'instant. C'est impossible de distancer un coureur dans ces virages trop larges. C'est un peu plus compliqué par la suite. Voilà, jolie trajectoire, il faut relancer là après ce virage à droite. Maintenant, c'est là que Richard Virenque peut faire des petits écarts et obliger Heras à faire l'effort. Quelle belle opération pour Heras aujourd'hui. Il descend bien Heras en tout cas. Pantani, on vous le rappelle, est le dernier vainqueur ici à Morzine. Assisterons-nous à la deuxième victoire française sur ce tour après celle d'Agneluto. Dernier écart avec le maillot jaune, 58. L'écart est maintenu. Jean-René. Oui, Patrick, nous restons bien sûr derrière Jan Ullrich qui fait lui aussi une belle descente. Il sera intéressant bientôt d'avoir un écart entre Jan Ullrich et Virenque Heras. Tout à l'heure, cela aussi autour des 25 secondes. Jan Ullrich qui fait une belle descente, un bon choix de trajectoire. 5 km. Pas de risque excessif pour Jan Ullrich dans cette descente. Il faut dire que c'est une descente difficile avec des virages très très marqués, comme c'est le cas maintenant avec ce virage à gauche que Jan Ullrich va négocier. Derrière lui, il y a Walter Godefroth. Voilà, on a déclenché notre chronomètre. Ullrich qui a fait un écart là. 23 secondes, écart inchangé. Ullrich ne reprend pas de temps sur Virenque et Heras. Jean-Paul. 1,50 est annoncé entre les deux de tête et le groupe Armstrong. 1,50. Toujours les deux hommes de tête, Heras devant Richard Virenque. On m'annonce que Moreau aurait raté un virage. Il est reparti. Il est reparti. Jean-Paul. Roberto Conti va faire la jonction, va entrer dans le groupe maillot jaune. Il est sûrement en train de renseigner les deux échappés pour leur dire que Ullrich revient derrière. 22 secondes à mon chronomètre, 22 secondes. Écart pratiquement inchangé. Mais si les deux hommes de tête commencent à se regarder, ça risque de permettre à Ullrich de revenir. Heras qui relance, qui sait qu'Ullrich n'est pas loin derrière. Petit mouvement d'assouplissement des cuisses. Je vous rappelle qu'Heras, oh là, Heras était, alors qu'on a déclenché notre chronomètre à nouveau, top. Heras était 5e du général avec 59 secondes de retard sur Ullrich, mais il est en train de distancer Bellocchi et Moreau. Il monte sur le podium pour l'instant, Roberto Heras. Top, 21 secondes, 23, puis 22, puis 21. On peut dire que l'écart est pratiquement inchangé.
Ah non, ça va. J'ai cru qu'il avait lâché son cap-pied. C'était un geste de stretching en quelque sorte. Un mal aux jambes, Roberto Heras. Jean-Paul. Il est annoncé à 17 secondes des deux têtes. Je viens d'avoir l'écart. On vient d'en faire un à 21. Hein. Deux kilomètres de l'arrivée, toujours ces mouvements d'assouplissement là pour Heras. Il ne rentre pas très content. Il veut lui dire si tu ne roules pas, Ulrich va revenir. Moreau avec son cuissard déchiré là, il est revenu. Chute, chute d'Heras. Chute de Roberto Heras dans ce virage. Chute d'Heras. Oh là là, il n'a plus de vélo, c'est terrible. C'est terrible pour Roberto Heras, c'est la deuxième place. C'est le podium, regardez, il va tout droit. Il allait, oh là là, c'est le podium à Paris qui se joue là pour lui. Il est allé tout droit. Casser la roue avant. Oh, terrible pour Heras. Il veut repartir et il s'aperçoit que sa roue est cassée. Alors bien sûr, Richard Virenque, ça va être une formalité pour lui maintenant de remporter cette étape. Mais Heras, il perd beaucoup, il perd peut-être le podium à Paris sur cette chute. Terrible. Il est allé au-delà de ses limites. Jean-René. Et Patrick Roberto Heras est reparti. Il est reparti derrière Jan Ullrich. Il est à environ 30 mètres derrière Jan Ullrich. Il faisait des mouvements d'assouplissement de sa jambe tout à l'heure. Ah oui. C'était peut-être pas très très prudent et puis il a voulu prendre ce virage très vite. Eh bien ça a été fatal à Heras. Et ça va permettre à Richard Virenque, qui c'est vrai intrinsèquement, Bernard le disait tout à l'heure, était plus rapide au sprint. Il aurait préféré, je pense, le battre au sprint. Ouais, ça aurait... Mais enfin... Pas que le résultat sec aurait changé, mais malheureusement, Heras a perdu du temps ici. Ouais. Perdu du temps, perdu la bonification pour la deuxième place, certainement. Richard Virenque qui va remporter sa 4e étape dans le Tour de France. 5 fois meilleur grimpeur du Tour. Le voici aujourd'hui, vainqueur d'étape. Vainqueur d'étape ici à Morzine après Pantani. Dernier vainqueur en 97. Voilà Richard Virenque. Inutile de vous dire que c'est du bonheur en barre pour Richard Virenque. Et derrière Ullrich, Heras a pu repartir dans la roue d'Ullrich. Il va limiter les dégâts par rapport au classement général, mais Ullrich va s'emparer de la 2e place. Ullrich qui finit très fort pour assurer définitivement sa 2e place au classement général. À 23 secondes. 26 secondes pour Heras. Voilà, on a laissé vivre cette fin d'étape qui était magique. Roberto Heras, cette chute, est-ce qu'il avait des crampes Patrick Chassé, est-ce qu'il avait des crampes? C'est l'impression qu'il donne. Lui dira le contraire. Effectivement, on le voit, comme s'il avait beaucoup de toxines dans les jambes, faire des mouvements de décontraction. Et on sent effectivement qu'il n'est pas très à l'aise. Il a raté déjà une première fois, il a fait une faute dans un virage un petit peu plus haut. La crampe, c'est pas la conséquence de la chute, évidemment, même s'il y en a eu. Mais c'est surtout qu'il est préoccupé. Il est préoccupé par autre chose. Et en plus, il y a Richard Virenque qui lui dit « Vas-y, passe ». Passe, c'est toujours. Prends le relais, quoi. Prends le relais, c'est la fin. En plus, voilà, c'est aussi psychologique, il y a une pression. Il obtempère, il passe au moment précis où il y a un droite-gauche. Et là, il arrive beaucoup trop vite dans cette courbe. Probablement, peut-être, en tout cas, parce qu'il est préoccupé par d'autres motifs. Peut-être bien, effectivement, ces problèmes de crampes. Bernard Thévenet, on voit arriver Armstrong. Finalement, il aura limité la casse, ce qu'on disait tout à l'heure. Il a réussi, il a perdu du temps sur Ullrich, mais pas dramatiquement, on va dire. C'est pas dramatique parce qu'avec ce qui lui restait à faire, le reste de la montée qui était encore devant lui, finalement, il a perdu peu de temps. Ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique. Parce qu'à un moment, quand même, on a vu qu'il était vraiment, vraiment lâché par Ullrich. Mais bon, apparemment, il s'est réalimenté. Et on a vu quand même on avait vu assez rapidement qu'il allait limiter les dégâts parce qu'il avait réussi à surpasser ce mauvais moment. Mais bon, je pense qu'il a eu vraiment peur ce jour-là. Hein. Il n'y avait pas eu d'alimentation dans sa poche, ça aurait pu être une catastrophe pour lui. Jérôme Pinault, il y a un contre-la-montre à venir avant d'arriver à Paris, pour finir le Tour. Et là, on sait qu'Armstrong est potentiellement le plus fort, de toute façon.
Oui, il avait déjà largement assez d'avance pour être tranquille dans cette dernière montée. Ouais. Et puis après, le contre-la-montre dont il s'est fait une spécialité. Ulrich va très très bien en chrono, mais en tout cas, Ulrich n'a jamais dominé ou ultra-dominé Armstrong dans le contre-la-montre. Donc pour Lance Armstrong, le soir de Morzine, l'étape et la messe était dite. Il avait remporté pour la 2e année consécutive le Tour de France. Le contre-la-montre qui va suivre. Départ de Fribourg, c'est ça? Voilà, effectivement, pour Mulhouse, à l'époque, pratiquement 60 km, donc des très longs contre-la-montre. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. Effectivement, distance. Et il y en avait déjà eu un qui était assez long, le contre-la-montre inaugural à Futuroscope. Il y a eu 70 km contre-la-montre par équipe. Enfin, la part des chronos à l'époque dans ces tours de France était quand même assez considérable par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est Armstrong qui gagnera le dernier chrono à Mulhouse. Et qui, donc, rassurera un petit peu tout le monde, si toutefois on était inquiet, ce qui n'était pas vraiment le cas à l'issue de cette étape. Bernard, tu venais ? Armstrong avait vraiment envie de remporter ce chrono pour démontrer qu'il était bien plus fort, et surtout que ce chrono partait d'Allemagne. Hein. Et il y avait beaucoup de supporters pour Ulrich, hein, si on se souvient, à ce départ de Fribourg. Bien sûr. Je pense qu'Armstrong a vraiment voulu frapper un grand coup ce jour-là pour montrer qu'il était bien le plus fort. Toujours son envie de... Je dirais peut-être pas de dictateur, mais c'était limite un dictateur quand même, Armstrong. Hein. Ouais. Alors on va voir le classement général s'afficher au terme de cette étape. Et puis ensuite, écoutez la réaction à chaud de Richard Virenque. L'image qui vous rappelle Courchevel, le même geste. Patrick, je suis avec Richard Virenque. Richard, une étape gagnée en montagne. Pour vous, c'est à la fois un immense bonheur et probablement aussi un gros soulagement. Ouais, surtout de la façon dont j'ai gagné. Donc, avec les meilleurs, et je suis parti en costaud. Et je crois que cette victoire voulait dire beaucoup. Et la façon dont ça s'est passé. Et malheureusement, Eras est tombé dans le dernier virage. Mais je crois qu'on s'est arrivés tous les deux. Il aurait été dur qu'il me batte au sprint parce que j'étais survolté. Et je remercie beaucoup Pascal Hervé parce que je crois que sur ce Tour de France, il m'a apporté beaucoup, l'équipe aussi. Ils m'ont tous fait confiance et aujourd'hui, je concrétise avec cette belle victoire. Avec le panache, je crois que dans la dernière ascension, c'était sublime avec le public. Je crois que c'était grandiose, j'ai vécu un grand moment. On pourra reprocher ce qu'on veut à Richard Virenque, mais il a une force mentale compte tenu de tout ce qu'il vient de vivre et de tout ce qu'il va vivre aussi à la fin de cette année. Voilà pour cette équipe vintage. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Bernard Thévenet, je rappelle le titre de votre livre Carnet de route qui est publié aux éditions Mareuil. Voilà, vous avez partagé quelques-uns de vos souvenirs. Il y en a évidemment beaucoup d'autres dans ce livre. Merci à tous les deux et à très bientôt évidemment sur l'antenne de la chaîne L'équipe pour les rendez-vous vélo de la chaîne. C'est le Tour de France qui commence dans 3 jours. Hein. Tiens, un favori en un mot. Hein. Celui-là, là. Richie Porte. Richie Porte. Oh là 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 là. Bah, faut choisir. Hein. Allez, celui qui a gagné ces dernières années, Chris Froome. Bernard. Allez, un peu franchouillard, Bardet. Et ben voilà, ça. Comme ça, on a 3 noms et puis on pourra s'en reparler dans un petit mois. Tout de suite, c'est l'équipe du soir, Olivier Ménard et sa bande. Bonne fin de soirée et on se retrouve demain 20h45. Il y aura du Thomas Voeckler au programme de l'équipe Vintage. You and I is loving kind.